À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier Bokertov, et on va commencer avec ce cessez-le-feu entre Israël et le Liban qui a été prolongé de 3 semaines. Oui, une annonce faite dans la nuit par Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain évoque une réunion très positive avec des représentants israéliens et libanais à la Maison-Blanche. Il affirme aussi que les États-Unis vont travailler avec le Liban pour protéger de l'influence du Hezbollah, une annonce qui intervient alors que le cessez-le-feu devait initialement expirer dans les prochains jours. Mais sur le terrain, la réalité reste encore très tendue. Oui, tout à fait, Ilana. Hier, le Hezbollah a violé la trêve en tirant 4 roquettes en direction de Shtoula, en Galilée occidentale. Des tirs interceptés par le système de défense aérien israélien. Aucune victime ni dégâts signalés, mais c'est la première alerte depuis 2 jours. Dans un autre incident, un drone piégé a visé des forces israéliennes, blessant un réserviste. Et puis en réponse, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes ciblées dans le sud du Liban. L'armée israélienne annonce avoir éliminé 3 membres du Hezbollah impliqués dans un tir de missile sol-air dans un appareil israélien. Et puis dans l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, près de 50 frappes ont été menées contre des positions du Hezbollah avec plus de 25 combattants éliminés selon l'armée israélienne. L'objectif, neutraliser les menaces immédiates et empêcher toute reconstruction des capacités du mouvement chiite terroriste. Et puis sur le plan diplomatique, les discussions entre Israël et le Liban ont repris, et cette fois-ci, donc on en parlait à la Maison-Blanche. Oui, selon des sources américaines, Donald Trump a lui-même accueilli les délégations. Le président américain pourrait même participer à une partie des échanges côté israélien. C'est l'ambassadeur aux États-Unis, Yechiel Leiter, qui représente Jérusalem et le gouvernement israélien. Face à lui, son homologue libanaise Dana Ahmad Mouawad. Ces discussions font suite à un premier round la semaine dernière, déjà sous médiation américaine. Israël veut renforcer ses liens avec le monde chrétien. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a annoncé d'ailleurs la nomination d'un envoyé spécial. Oui, tout à fait. Il s'agit du diplomate George Day, qui est un profil particulier de ce diplomate, puisque c'est l'ancien ambassadeur en Azerbaïdjan et surtout premier ambassadeur chrétien de l'histoire de l'État d'Israël. Il est originaire de Jaffa et appartient à la communauté arabe chrétienne. Et grâce à cette nomination, Israël veut renforcer les relations entre Israël et les communautés chrétiennes à travers le monde. Une initiative qui intervient après plusieurs incidents récents ayant tendu les relations en Israël comme à l'étranger. Et puis une tentative d'enlèvement d'un mineur a été déjouée à Jérusalem. Oui, les faits se sont déroulés dans le quartier de Beth Hanina, dans le nord de la capitale, ici à Jérusalem. Un adolescent d'environ 16 ans a été enlevé dans ce qui semble être une tentative d'extorsion liée à un différend financier. Alerté rapidement, les forces de police ont lancé une opération d'envergure. Grâce aux moyens technologiques, le véhicule a été localisé en peu de temps. Le jeune a été libéré sain et sauf. 4 suspects ont été arrêtés et placés en garde à vue. Un fait de société à présent avec une évolution importante, Olivier, sur la question du service militaire. Tout à fait, Ilana, avec près de 500 jeunes ultra-orthodoxes qui ont rejoint Tsahal en 2 semaines, un chiffre inédit qui témoigne d'une dynamique nouvelle au sein de la société orthodoxe. Depuis déjà plusieurs mois, la question de l'enrôlement des ultra-orthodoxes est au cœur du débat public ici en Israël. Et sur le terrain, Tsahal adapte aussi ses structures. Des unités spécifiques ont été créées pour permettre aux soldats Haredim de servir tout en respectant leur mode de vie religieux. Et puis on va terminer avec une note économique et une réussite israélienne. Tout à fait, avec une start-up de Jérusalem qui réalise un exit majeur full pass. C'est cette société qui est spécialisée dans les données clients et le marketing basé sur l'intelligence artificielle pour le secteur automobile, qui en passe d'être acheté par une société américaine, Cox Automotive. Montant de l'opération, au moins 500 millions de dollars, peut-être plus encore. Fondée il y a 13 ans, l'entreprise s'est imposée comme un acteur clé dans les transformations numériques des concessions automatiques. Sa plateforme permet d'analyser des données clients et d'automatiser les campagnes marketing grâce à l'intelligence artificielle. Radio Calitan.
nous allons jeter un coup d'œil sur la météo de ce vendredi 24 avril 2026 avec des températures de saison qui sont prévues sur l'ensemble du pays aujourd'hui. Demain, en revanche, une hausse sensible du thermomètre, il fera plus chaud que la normale. Et puis dimanche, retour à des températures plus classiques pour la saison. Les températures prévues pour aujourd'hui en Israël, il fera jusqu'à 21 degrés à Haïfa, 21 degrés aussi à Tel Aviv, 22 degrés ici à Jérusalem, 26 à Beersheba et 29 degrés à Eilat. Dans le flot de l'actualité, une information est presque passée inaperçue, pourtant c'est passé cette semaine, et une information qui pourrait compter, puisque l'inauguration du Yishuv Sanour en Samarie, un événement que certains qualifient d'historique, d'autres y voient au contraire une provocation dans le contexte sécuritaire déjà très tendu. Pour en parler, nous sommes avec Nili Naouri, présidente de l'organisation Israel Forever. Nili, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, on va parler de ce Yishuv. En fait, alors, c'est pas la construction d'un nouveau Yishuv, hein. C'est en fait un Yishuv qui existait avant et qui a été déplacé et réouvert en Samarie. Peu de gens le savent en fait, mais dans le cadre de l'expulsion des Juifs du Gush Katif en 2005, le gouvernement Sharon avait également décidé d'expulser plusieurs Yishuvim du nord de la Samarie. Et donc Sanour est un de ces Yishuv, une de ces implantations, ils ont enfin réparé cette erreur historique qui nous a valu entre autres le 7 octobre et qui nous a valu toutes ces années de terrorisme et de missiles depuis la bande de Gaza. Et nous commençons à réparer cette erreur fatale en restaurant les implantations juives du nord de la Samarie. Alors c'est vrai que c'est un grand symbole, mais est-ce que c'est aussi cette reconstruction, est-ce que c'est aussi un message politique ? Bien sûr, le ministre des Finances, qui est aussi ministre au sein du cabinet du ministère de la Défense, Bezalel Smotrich, a une volonté extrêmement claire de renforcer la présence juive en Judée-Samarie. Nous avons vu qu'une des leçons que nous pouvons tirer de l'expulsion des Juifs de Gaza, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus de présence juive, plus de souveraineté juive, eh bien, il y a une prolifération du terrorisme. Et c'est ce qu'ont fait les Gazaouis pendant toutes ces années. Ils ont créé une base terroriste à Gaza qui leur a permis de faire ce 7 octobre. Et en Judée-Samarie, depuis les maudits accords d'Oslo, le fait que nous nous soyons complètement retirés de certaines régions, les zones dites A, et également B dans une certaine mesure, bien fait que les Arabes de Judée-Samarie ont renforcé leur base terroriste dans ces régions. Donc, et l'épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de nous de la constitution d'un État soi-disant palestinien qui serait une base terroriste supplémentaire au sein même de notre pays, cela, il faut l'endiguer. Il faut véritablement endiguer également l'espoir des Arabes de voir se constituer un tel État un jour. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il n'y aura plus de terrorisme parce que cet espoir sera véritablement stoppé. Donc la mission du ministre Smotrich, qu'il a réussi de manière exceptionnelle, il faut dire, a été la création ou le renforcement de 103 implantations. Je préfère dire d'ailleurs réimplantation juive en Judée-Samarie, vu que c'est notre berceau national et que nos patriarches et nos matriarches étaient en Judée-Samarie et certainement pas sur notre littoral. Donc le fait d'avoir renforcé cette population, la motivation du président du conseil régional Yossi Dagan, qui habitait à Sanour et qui est revenu à Sanour grâce à Dieu, de renforcer la population, d'augmenter la population d'encore de centaines de milliers
de Juifs en Judée-Samarie, cette volonté est en train de se réaliser pour empêcher la création d'un État arabe-palestinien supplémentaire à Dieu ne plaise et pour renforcer notre sécurité et déclarer au monde entier que cette terre est juive. Nous avons véritablement depuis 1967 fait véhiculer un message mensonger aux nations en ne pas appliquant notre souveraineté sur la Judée-Samarie en disant que peut-être effectivement ces terres n'étaient pas nôtres. Non, il faut absolument que nous déclarions la vérité. Je pense que d'ailleurs cette guerre que nous menons sur plusieurs fronts et aussi en Judée-Samarie d'ailleurs, ça n'est pas seulement une guerre militaire, c'est aussi une guerre de vérité historique et il est temps de dire au monde que de la mer jusqu'au moins au Jourdain, cette terre est juive et en particulier en Judée-Samarie. J'arrive pas très bien à comprendre, excusez-moi Nelly de vous poser cette question, le rapport entre le 7 octobre et le renvoi des habitants du nord de la Judée-Samarie. C'est deux endroits géographiques différents. Je vous disais que de la même manière que les Juifs qui ont été expulsés du Gush Katif ont permis l'établissement d'une base terroriste à Gaza, cela prouve que le fait qu'il n'y ait pas de présence juive dans un territoire fait la place véritablement à l'établissement d'une base terroriste qui peut permettre un 7 octobre. Et donc de la même manière, dans le nord de la Samarie, et d'une manière générale, suite aux accords d'Oslo où nous avons dû céder des zones à l'autorité arabe palestinienne, cela a permis également l'établissement de bases terroristes en Judée-Samarie et ce qui est un véritable danger pour tout le pays vu que c'est véritablement de manière géographique le cœur du pays, c'est véritablement le centre du pays et donc c'est tout le pays qui est en danger si nous ne prenons pas des mesures, si nous ne restaurerons pas une présence juive massive en Judée-Samarie. Alors, est-ce que vous prenez en compte, parce que c'est vrai que cette reconstruction, en tout cas ce Yishuv, un Sanour qui s'est réinstallé en Samarie, est passé presque inaperçu, je l'ai dit. Mais est-ce que vous prenez en compte que cela peut réveiller des réactions internationales peut-être ennemies contre Israël et surtout dans cette situation sécuritaire où Israël est en guerre au Liban, en Iran, etc. Est-ce que vous prenez en compte ce genre de réaction ? Je pense que c'est exactement le contraire. Vous savez, à chaque fois que nous n'avons pas osé faire quelque chose, le prétexte était que ça allait mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient. Donc on a eu ça par exemple avec le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Bref, pour toutes sortes de choses, il y a eu toujours cette réaction d'une certaine frange de la population qui a peur d'assumer véritablement son identité et son titre de propriété sur la terre. Donc, à partir du moment où, encore une fois, on ment aux nations en véhiculant un message qui est faux, de dire que les Juifs n'ont pas le droit de construire en Judée-Samarie, les Juifs n'ont pas le droit de se battre, ils n'ont le droit que de se faire exterminer, parce que ça a été exactement tout au long de cette guerre. Si nous rentrions à Rafah, alors le Moyen-Orient allait exploser. Si nous délocalisions les populations de Gaza pour les nettoyer des terroristes, eh bien, ça allait mettre le feu aux poudres. Si nous allions rentrer au Liban, eh bien, il y aurait 15 000 morts. Chez nous, donc à chaque fois il y a ces oiseaux de mauvais augure qui pensent que si le peuple juif assume son identité et son légitime droit de propriété, alors du coup le Moyen-Orient allait exploser. Il n'en est rien. Lorsque le peuple juif réalise ce pourquoi il est sur cette terre, c'est-à-dire assumer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, se comporter comme un propriétaire, construire là où il doit et où il veut. Eh bien, dans ce cas-là, je pense que même si nous ne serons pas aimés par les nations du monde, nous serons au moins respectés. Et nous devons aussi le respect à nous-mêmes.
Nous ne sommes pas venus ici pour plaire à nos voisins. Nous voyons que nos voisins, ce sont des fronts ouverts depuis maintenant pratiquement 3 ans. Et donc, nous devons combattre pour rester sur cette terre. Et cette région du monde fait que c'est la loi du plus fort qui règne. Et donc, nous devons nous adapter. Donc, il ne sert à rien de prendre des mesures et des mesures diplomatiques et de cacher nos véritables intentions. Il est temps de dire de manière claire et nette, nous sommes les propriétaires de cette terre et nous allons nous comporter en tant que tels. Nelly, on voit de plus en plus des actions qui sont commises contre la population palestinienne, ces jeunes des collines, même s'ils ne représentent pas du tout la population de Judée-Samarie, mais c'est des actions qui sont de plus en plus nombreuses. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que l'État d'Israël, que la police, que l'armée fait suffisamment pour essayer d'éviter ce genre d'action? On a véritablement un syndrome chez nous, c'est devenu un complexe grave, je trouve. De penser que lorsque un juif se lève et se bat, eh bien, il faut faire attention si c'est véritablement justifié, si ça a été fait selon les règles de l'art, si véritablement il était en position de défense et non pas d'attaque. Bien entendu que je ne suis pas pour le fait de prendre des initiatives, d'aller de manière non réfléchie et non justifiée, d'aller simplement attaquer des Arabes qui seraient dans le coin. Si vous prenez quand même les cas isolés de ces jeunes qui sont accusés d'avoir provoqué ou attaqué des Arabes dans la région, eh bien vous verrez que dans la grande majorité des cas, il y a eu une provocation avant ou des menaces de la part des villageois arabes environnants. Donc, d'abord, il ne s'agit pas... Je dis c'est des cas isolés, Nelly. Mais est-ce que vous pensez que justement, ces cas isolés entachent quand même toute une population qui Non, ça n'entache pas une population de la même manière que s'il y a un voleur dans un certain secteur, eh bien c'est pas tout le secteur qui doit être entaché. Donc il faut arrêter de penser que parce que il y a certains cas isolés, eh bien ça entache toute la population de Judée-Samarie. La population de Judée-Samarie veut y vivre de manière pacifique, mais de manière assumée. Donc s'il y a quelques juifs, quelques jeunes qui, dans leur enthousiasme débordant et dans leur incompréhension de la situation, du fait que le gouvernement parfois n'assume pas assez notre titre de propriété justement sur cette région, eh bien débordent et font des actions qui ne sont pas justifiées, eh bien la police pourra s'en occuper. D'abord, ça n'est pas à l'armée de s'en occuper, c'est à la police parce que ça peut être considéré comme de la délinquance, eh bien qu'ils s'en occupent. Mais il ne faut pas penser que ces jeunes il faut d'abord leur rendre hommage parce que ce qu'on appelle donc les Naharé Agvaot, ces jeunes d'école sont des jeunes qui sont extrêmement idéalistes et qui ne font pas cas de leur petite vie individuelle, qui sont capables de s'installer sur une colline où il n'y a rien, de vivre et dormir sous des tentes ou des cabanes, tout ça pour prendre possession de notre terre et réaffirmer que nous sommes les propriétaires. Donc moi d'abord, ces Naharé Agvaot, je pense qu'il faut leur rendre hommage et les remercier de leur action. Et après, si parmi cette jeunesse, il y en a certains qui outrepassent leurs droits, eh bien la police n'a qu'à s'en occuper. Très bien, on va pour terminer parler d'un sujet. On a vu que vous étiez aux cérémonies de Yom Ha'atzmaut au Mont Herzl. Comment vous avez trouvé ces cérémonies? Je peux vous dire que c'est la soirée, ma soirée de l'année. Voilà, j'ai 2 événements dans l'année qui me remplissent d'énergie sioniste.
C'est cette soirée au Har Herzl, la cérémonie des flambeaux, et le Yom Hebron. Voilà, c'est ces deux événements qui font que toute l'année, j'ai véritablement une énergie bleu-blanc en moi qui me tient tout au long de l'année. C'est une cérémonie qui est phénoménale parce que bien entendu, cette année, elle revêt une importance encore plus symbolique, encore plus forte au niveau émotionnel, parce que nous avons ont été remises toutes les images, bien entendu, des retrouvailles des otages avec leurs familles, tous ces soldats qui ont été blessés, amputés, à qui nous devons véritablement notre salut. Rendre hommage et à ces otages, aux familles et à ces soldats, c'était véritablement nécessaire lors de ce Yom Ha'atzmaut. Et puis entendre Yoram Gaon chanter avec sa voix extraordinaire, Lotenatzru oti, vous ne vous vaincrez pas, avec tous ces drapeaux qui claquaient au vent, ces centaines de drapeaux d'Israël. C'était quelque chose de phénoménal. Ça vous remplit d'une fierté et d'un honneur extraordinaire. Certains ont pensé, en l'échiquier politique, que cette cérémonie était détachée du peuple, qui ne représentait pas du tout le peuple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y avait 12 représentants du peuple, avec des gens qui étaient de tous les bords politiques. Même des gens de droite ont critiqué la décision de Miri Regev d'inviter certaines des personnalités qui ont allumé les flambeaux. Donc je pense que de toute façon il y a toujours des critiques qui seront faites. Bien entendu que même la gauche a critiqué la présence de Talik Gvili qui est la mère de Ran Gvili, ce soldat qui est rentré le dernier otage qui est rentré dans son corps a été ramené en dernier, qui était véritablement un symbole qui a parlé de manière extrêmement forte et puissante et qui, bien entendu, rassemble tout le peuple. Il y avait véritablement des religieux et des non-religieux, un soldat extraordinaire qui a perdu et un bras et deux jambes et qui parle avec une motivation, un idéal sioniste, juif, extraordinaire. Je pense que le monde de la médecine était également représenté par une femme qui, sincèrement, je ne pense pas qu'elle était du camp national, mais qui était aussi, bien entendu, extraordinaire. Toutes les franges de la population étaient représentées. Je pense qu'il ne faut pas faire attention à toutes les critiques. Il y en aura toujours qui critiqueront, mais c'est exactement le contraire. Véritablement, cette cérémonie rassemble tout le peuple. Chacun peut s'y retrouver et toutes les personnalités qui ont allumé des flambeaux, de les voir rendre hommage à ce pays si extraordinaire, chacun dans son domaine représentait véritablement une force juive, la force juive, le cerveau juif, et également bien entendu la présence de Javier Milei, le président argentin, qui a chanté, dansé sur scène. Non, c'était extraordinaire et de l'entendre aussi dire Am Israël Chai et les Tiferet Medinat Israël, la magnificence de l'État d'Israël, qui est la phrase de cette cérémonie, c'était quelque chose de phénoménal. Très bien, merci beaucoup en tout cas Nili, et à très bientôt sur Studio Kelita. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Et ce matin, la presse israélienne évoque les difficultés dans les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran et la possibilité de la reprise des combats. Et selon le Maariv, un développement majeur en Iran. Le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, se retire des négociations avec les États-Unis. Un départ qui illustre, selon le Maariv, les divisions internes au sein du régime iranien. Dans le même temps, Donald Trump hausse le ton. Il affirme que si aucun accord n'est trouvé, une action militaire reste sur la table. Côté israélien, le message est tout aussi clair. Le ministre de la Défense, Israël Katz, affirme que Tsahal se tient prêt. Israël attend désormais un feu vert américain pour passer à l'action.
Et le Yediot, quant à lui, nous donne des nouvelles du nouveau guide suprême de la République islamique d'Iran. Selon le quotidien qui cite le New York Times, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, serait dans un état de santé très affaibli. D'après des sources iraniennes, il a été grièvement blessé lors de l'attaque qui a coûté la vie à son père. Il aurait subi aussi plusieurs opérations à la jambe et attend aujourd'hui une prothèse. Son visage et ses lèvres ont également été gravement brûlés, ce qui l'empêche de s'exprimer normalement, et c'est ce qui expliquerait aussi l'absence d'apparition publique depuis son élection. Et Israël révèle aussi ce matin une inquiétante affaire d'espionnage en faveur de l'Iran, une affaire d'espionnage au sein de l'armée de l'air israélienne. Selon le journal, 2 techniciens de Tsahal sont accusés d'avoir travaillé pour un agent iranien. Ils auraient transmis des informations sensibles en pleine guerre et d'après l'acte d'accusation, ils ont été sollicités pour des missions particulièrement graves. Photographier le domicile de Benjamin Netanyahu, mais aussi celui de Naftali Bennett, fournir des informations sur Itamar Ben-Gvir et sur l'ancien chef de l'état-major de Tsahal, Herzi Halevi. Plus grave encore, ils auraient été encouragés à perturber des opérations de l'armée de l'air, voire à endommager des avions avant des frappes, le tout pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Les 2 soldats ont été inculpés pour aide à l'ennemi, transmission d'informations et contact avec un agent étranger. Et le site d'information de E24 News nous apprend ce matin que le cessez-le-feu entre Israël et le Liban est prolongé de 3 semaines. Une annonce qui a été faite dans la nuit par Donald Trump après des discussions à la Maison-Blanche entre responsables israéliens et libanais. Et selon Washington, les échanges ont été très positifs. Les États-Unis entendent même travailler avec le Liban pour aider à faire face au Hezbollah. Sur le terrain, la tension reste tout de même réelle. Le Hezbollah a violé la trêve en tirant 4 roquettes sur la Galilée occidentale hier. Des tirs qui ont été interceptés par la défense israélienne. En réponse, ça poursuit ses opérations. 3 membres du Hezbollah ont été éliminés après un tir de missile contre un avion israélien. Puis ce matin, Israël propose une réflexion de fond sur la notion de victoire. Une analyse signée par le Rav Tamir Granot, qui a lui-même perdu son fils dans la bande de Gaza. Et une question au cœur de son texte: comment gagner une guerre longue face à un ennemi qui pense lui aussi sur le long terme? Et le Rav explique que pendant des années, Israël s'est appuyé sur une force essentielle, la patience historique, la capacité de tenir dans la durée. Mais aujourd'hui, cette logique est partagée par ses adversaires, écrit-il. L'Iran, le Hezbollah et le Hamas s'inscrivent eux aussi dans une stratégie de long terme sur plusieurs décennies. La différence, selon lui, fondamentale. D'un côté, Israël est une société profondément attachée à la vie, à la famille et à l'avenir. De l'autre côté, une idéologie capable de valoriser le sacrifice et même la mort. Politique à présent, avec un sondage qui est publié par la chaîne 12. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, l'opposition serait aujourd'hui largement en tête. Elle totaliserait 70 mandats contre 50 pour la coalition actuelle, si on prend en compte les sièges des partis arabes. C'est ce que nous dit ce sondage publié hier par la chaîne 12. Et dans le détail, le Likoud de Benjamin Netanyahu resterait le premier parti avec 25 sièges, mais derrière, Naftali Bennett se renforce avec 21 mandats et s'impose comme le principal rival. Autre renseignement au sein de l'opposition, Bennett devance Gadi Eisenkot pour mener le bloc anti-Netanyahou. Enfin, sur un sujet clé, 60% des Israéliens se disent favorables à une commission d'enquête d'État sur le 7 octobre plutôt qu'une commission gouvernementale. Puis on termine cette revue de la presse par une histoire bouleversante comme seule la réalité israélienne en produit. Le récit de Myriam Dikstein, cette jeune veuve d'un officier de Tsahal tombé au combat au Liban en novembre 2024. Un témoignage fort, celui qui est publié ce matin par le Yediot Ahronot, celui d'une jeune femme de 23 ans qui raconte l'amour, la perte et la reconstruction. Elle se souvient notamment du dernier geste de son mari, un bouquet de fleurs et des chocolats commandés avant sa mort et livrés après ses funérailles. Depuis, elle vit avec cette absence, mais aussi une forme de force
Elle a choisi de reprendre du service dans l'armée. Ainsi, après avoir donné mon mari au pays, je peux encore donner, explique-t-elle ce matin dans le Yediot Ahronot. Aujourd'hui, elle a publié un livre sur leur histoire entre douleur et résilience. Elle décrit ce qu'elle appelle une vie entre deux mondes, continuer à vivre sans jamais oublier. Nous l'avions reçu dans le studio il y a 8 mois lors de son passage en Israël. Il était venu tourner un documentaire pour raconter, selon ses mots, la vérité israélienne. 8 mois après, presque le temps d'une grossesse, ce projet voit enfin le jour. Nous sommes, et c'est notre invité ce matin, nous sommes très heureux de l'accueillir. Bonjour Lucas Moulard. Bonjour. Alors, vous êtes influenceur, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une chronique dans l'Express ou Le Point ? Le Point. Le Point, excusez-moi. Et on va parler donc de ce reportage, 8 mois. Alors, ma première question, justement, c'est 8 mois pour un reportage, ça peut paraître long. Comment vous expliquez ce délai ? Alors, parce que c'est multifactoriel. C'est-à-dire que à la base, je ne voulais pas faire, je voulais faire un reportage docu format 52 minutes pour que ça puisse être, par exemple, diffusé à la télévision ou sur des plateformes. Donc, on est parti sur ça. Après, on a décidé de changer. Il y a eu des problèmes de financement pour la production. Il n'y avait plus de budget. Après, c'était un mélange. Au début, j'avais une post-prod israélienne. Sauf que la grande partie de la série documentaire est en français ou en anglais, mais ils ne comprenaient pas le français. Du coup, pour filmer et tourner, c'était pas un souci, on pouvait communiquer en anglais, mais faire un montage avec des gens qui parlent en français, quand on parle que hébreu ou anglais, c'est compliqué. Enfin, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses. D'organisation, de financement, de format du reportage, tout ça. Bon, et beaucoup de choses ont changé entre-temps. Et après, il y a aussi la vie, parce que je travaille, j'ai d'autres projets qui sont en cours, donc forcément, voilà. Donc, l'important, c'est que ce reportage voit le jour. Alors, une question aussi sur le format, parce que c'est vrai que vous l'avez dit, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, vous écrivez aussi. Pourquoi avoir ressenti le besoin de passer au format reportage ? Format donc beaucoup plus long, en fait. Alors, c'est pas du tout... En gros, ça va être une série documentaire, donc c'est pas vraiment un reportage. Donc, en gros, ça va être 5 épisodes entre 20 et 30 minutes. Donc, non, c'est pas plus long. C'est juste plus... documenté. J'ai décidé de faire thématique par thématique. Parce que, justement, il y avait pas mal d'interviews, il y avait pas mal de matière, et je trouvais ça dommage de le faire en une fois, en 50 minutes. Ce qui ne m'aurait pas permis, en fait, de mettre l'intégralité, en tout cas de manière diffuse, une bonne partie de ce que j'avais produit. Et je trouvais ça dommage. Alors, on va parler donc justement de ce reportage, aussi de la façon dont vous l'avez fait, et puis plus particulièrement du tournage et de votre passage ici en Israël. On vous avait reçu dans le studio, on se souvient, lorsque vous étiez en Israël. C'était juste avant que vous commenciez de visiter Israël, d'aller à la rencontre justement des personnes que vous avez interrogées. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou le plus voire basculé dans ces reportages, dans ces rencontres que vous avez faites ? Le plus, c'est une question qu'on me pose souvent, mais c'est trop compliqué. Enfin, quand on voit une survivante du 7 octobre qui raconte une histoire, qui a perdu son compagnon, ou que je vais dans le nord d'Israël et que je parle à une famille druze qui ont perdu leurs enfants, etc. Enfin, il n'y a pas de plus ou de moins. C'est l'histoire, c'est la société de manière générale, c'est les différents témoignages que j'ai pu entendre qui m'ont touché. Il n'y en a pas un plus important que l'autre, ou qui m'a particulièrement plus touché que l'autre. C'est différent. Alors, ce documentaire s'intitule « Israel for the Truth », la vérité pour Israël, on peut traduire ça comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aujourd'hui, et vous le savez peut-être encore plus que nous, une non-vérité qui est dominante aujourd'hui en France, plus particulièrement en Europe aussi, concernant Israël ? Une non-vérité, je ne sais pas si je qualifierais ça de la sorte. En tout cas, il y a des discours, et il y a des propos, il y a des pensées qui, je pense, parfois sont fallacieuses ou qui manquent de nuances et qui manquent
d'information. Je pense aussi, notamment quand on parle du 7 octobre, il y a beaucoup de négations. Et donc, c'est important d'aller sur place et de montrer. Mais comme on a pu le voir, on peut le voir encore aujourd'hui avec la Shoah. Il y a encore des négationnistes, des révisionnistes, etc. Et donc, souvent, quand ça touche aux Juifs, c'est important d'avoir un travail de mémoire, de relater les choses, parce qu'une bonne partie des gens aiment bien nier quand des pogroms arrivent, etc. Donc voilà. Alors, c'est vrai que vous êtes influenceur et on vous sent aussi très, très engagé. Où vous placez la frontière, justement, entre l'information et le militantisme? Moi, c'est de l'information militante. Enfin, j'ai pas de prétention journalistique. Bien sûr que j'ai une vision militante des choses, parce que je porte un combat. Mais bon, ça, c'est pas, je m'en cache pas. La question, c'est pas de savoir si on a des idées, si on a des convictions, si on est militant ou non. Moi, je pense que c'est une bonne chose, et peu importe, enfin, pas peu importe les idées, mais on a le droit d'avoir des idées qui sont diverses et variées. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a un travail derrière, une forme d'éthique journalistique, un travail de rigueur, un travail de source, et ou si c'est juste, j'ouvre mon téléphone, je me filme et je dis ce que je pense pour dire ce que je pense, sans avoir de source derrière et un travail de fond. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris un risque ou des risques en réalisant ces documentaires, notamment pour votre image et votre carrière? Premièrement, sur le plan professionnel, avant les fonctions que je pouvais exercer dans des grosses entreprises, etc., je pense que c'est compliqué quand on a des gros postes et qu'on représente une entreprise, avoir des prises de position politiques, c'est compliqué. Et d'autant plus aujourd'hui quand on a un soutien affiché à Israël. Mais je pense même pas que ça soit au sein des entreprises. Le problème, c'est surtout la pression politique, médiatique et militante des pro-palestiniens qui, au final, font peur à un certain nombre d'entreprises. Et je le vois même avec mon travail, entre guillemets, de créateur de contenu, où parfois je pourrais avoir des partenariats et certaines marques ou certaines entreprises d'influenceurs, etc., refusent de parfois collaborer avec moi alors ils le souhaiteriez, parce qu'ils se disent qu'en fait, ils ont peur de se prendre un coup de pression de la part des militants. Donc, effectivement, sur le plan professionnel, c'est un risque. Aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir retrouver la carrière que j'avais avant, en tout cas pas maintenant. Et même sur le plan sécuritaire, moi, je prends des menaces de mort, des insultes, etc. Donc oui, j'ai pris un risque. Après, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça m'ouvre aussi d'autres opportunités. J'aime ma chronique que j'ai au point. J'ai d'autres projets qui sont en cours. Notamment d'autres séries documentaires que j'aimerais faire dans d'autres pays, notamment qui traiteront de conflits ou de situations qui ne sont pas forcément mises en avant par les médias mainstream. Donc oui, j'ai pris un risque, mais c'est comme ça, je l'assume et je suis OK avec ça. Une dernière question, Lucas. Est-ce que ce tournage, ces rencontres que vous avez fait en Israël, est-ce que ça vous a changé personnellement? Alors, changer personnellement, je ne sais pas, mais une chose est sûre, c'est qu'effectivement, moi, ça restera un souvenir gravé en moi. C'est quand même... je suis parti, j'avais 25 ans, je pars dans un pays qui était en plein conflit armé pour tourner une série documentaire. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, avec des témoignages poignants. Donc, effectivement, c'est des choses qui marquent. Mmh. Concrètement, pour voir ce documentaire, en tout cas la première partie de ce documentaire, comment il faut faire? Ça sera sur YouTube. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'avant-première que je fais avec Yad Vashem lors d'une conférence à Genève, en Suisse. Et après, ça sortira sur ma chaîne YouTube ce dimanche 26 avril. Ouais, dimanche 26 avril à 18h. Très bien. Donc, on pourra se pencher sur votre chaîne YouTube et vous voir donc dans cette première partie de ce documentaire. Est-ce que c'est prévu peut-être aussi de revenir en Israël pour peut-être justement le projeter au public israélien, aux francophones d'Israël? Alors, les projections en Israël, pas forcément. Alors, c'est prévu de revenir en Israël, ça c'est sûr, même à titre personnel. Peut-être que je ferai un meet-up et une rencontre abonnée. Après, effectivement, quand le premier épisode est sorti, ça n'a plus grand intérêt de faire une projection, alors que je pense que la plupart des personnes qui viendront me voir ont déjà vu l'épisode sur Internet. Donc non. Sauf si la sortie d'un épisode tombe au moment où je dois aller en Israël. Donc là, c'est un cas qui est différent. Après, ça reste des épisodes de 20 à 30 minutes.
Donc là, je l'ai fait parce que je faisais une conférence avec Yad Vashem, donc je trouvais ça intéressant de faire l'avant-première, parce qu'en fait, ça tombait au bon moment, quoi. Mais c'est pas un film vraiment, c'est plusieurs épisodes assez courts, entre guillemets, donc Très bien. voilà. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Lucas Moulard. On regardera bien sûr avec beaucoup d'intérêt ce dimanche 26 sur votre chaîne YouTube ce premier volet de ce documentaire que vous avez réalisé en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Lucas. À bientôt. Merci à vous. Une double trame traverse la période qui nous mène chaque année du Yom HaShoah au Yom HaAtzmaut et que nous avons vécu ces derniers jours, celle du souvenir et celle de l'espérance. Dans le collectif israélien, ces 10 jours sont assimilés dans leur intensité émotionnelle aux 10 jours de pénitence qui séparent Rosh Hashanah de Yom Kippour. 10 jours redoutables et redoutés par les Israéliens. 10 jours désormais de délivrance au cours desquels les médias diffusent des récits de survivants de la Shoah, puis ceux des soldats tombés au combat pour que l'État d'Israël puisse vivre, se développer et devenir la puissance qu'il est aujourd'hui. Et en aboutissement de cette période, les 2 journées hors normes, hors du temps, au cours desquelles les Israéliens pleurent à l'unisson avant de célébrer le miracle de l'existence d'Israël. Cette unité nationale souvent dénigrée est le paramètre incontournable de ces journées sacrées. D'abord parce que c'est ce qu'auraient voulu nos ancêtres disparus dans la tourmente nazie. Ensuite parce que c'est aussi ce que réclament les soldats tombés au combat. Ni les uns ni les autres ne nous pardonneraient de continuer à attiser le feu de la discorde au sein de l'État d'Israël. Mais surtout parce que nos pires ennemis, pour eux, eh bien, nous restons un seul et même peuple. Qu'importe si nous votons Ben Gvir ou Yair Golan, et parce qu'ils savent que cette unité est notre atout maître, celui qui nous rend imbattables.